Kevin, avant de parler de la saison morte des Bears de Chicago, tout d'abord, depuis quand tu es un partisan des Bears? Dis-moi comment tu as commencé à être un partisan des Bears, parce que bien honnêtement, à moins là, que tu me dis que tu te souviens du Super Bowl de 1985, il n'y a Wow! pas vraiment de raison pour être un partisan des Bears. Il y a eu des bonnes équipes avec Ouais. de très bonnes défenses, mais c'est pas du côté de l'attaque. En tout cas, c'est pas la position de carrière qui t'a fait devenir un Oh partisan de non. Chicago, là. Moi, je te dirais, c'est Devin Hester, Super Bowl 2006, first kick of the Hmm. game. Je suis assis, j'écoute le match, aucun parti pris. Devin Hester gets the ball, gone. Puis à ce moment-là, j'avais pas encore d'équipe, j'ai fait, ça c'est mon équipe. I don't care. Ça c'est mon Hmm. équipe. Non, ça jusqu'à ce jour-là, c'est un moment spécial pour moi. Puis j'aime la misère parce que j'ai passé à travers Jay Cutler, j'ai passé à travers Rex Grossman, j'ai passé à travers c'est qui qu'on avait avant Caleb. Là. En fait, moi j'aimais Justin Fields. Je pense que Justin Fields va exploser cette année. Mais puis là, on a Caleb qui pour moi, j'ai aucune confiance. Donc, non, c'est tough. Ah, écoute, ouais, le Super Bowl là, que tu fais référence contre les Colts d'Indianapolis, le retour de beauté de Devin Hester, c'est le Wow. premier jeu du match. Ça reste un de mes moments favoris de tous les Super Bowls. Parce que je sais pas si tu Mhm. te souviens, probablement la saison incroyable qu'il avait connue. Là, il avait établi plein de records pour les retours de beauté pour détoucher cette année-là. Mais toute la semaine, en fait, les 2 semaines, là, il y avait une pause, là, il y a toujours une semaine de congé avant le Super Bowl. On se disait, hey, t'imagines-tu si Devin Hester retourne botter d'envoi dès le Mm. début de la rencontre pour retoucher? On n'arrêtait pas d'en parler, puis on se disait, ben, tu sais, les Colts sont pas stupides, ils vont pas lui botter le ballon, ça arrivera pas. Puis là, les Colts ont été arrogants, ça a été une erreur de Tony Dungy, il a botté le ballon, puis il l'a retourné pour retoucher, c'était incroyable. Puis tu sais, ce genre, puis tu sais, je pense que c'est un peu la même arrogance que quand Percy Harvin a retourné le sien. Mais tu sais, tu te dis, c'est Super Bowl. Là. Hey, Mhm. tout le monde est on point, tout le monde connaît ses trucs, tout le monde. Là, le patinet a pris le ballon, pep, gone. Même aucune hésitation. Puis, tu sais, si un jour j'ai la chance de parler à Devin Hester, j'aimerais faire le genre de play-by-play de pas quand il a retourné le ballon. Avant que le ballon arrive, quand le ballon est dans les airs, quand le ballon est dans ses mains, et quand il fait son first step. Parce qu'avec son first step, avec la confiance qui est partie, il savait qu'il était gone. Ah ouais, c'est quelque chose. En tout cas, pour les gens peut-être qui sont trop jeunes pour se rappeler de ce Super Bowl-là, allez sur YouTube, puis regardez le retour Mhm. de beauté d'envoi de Devin Hester au Super Bowl. Puis tu sais, à cette époque-là, les caméras avaient encore des flashs. Là, tu voyais tous les flashs. Tu sais, le match était en soirée. C'est Miami, si je me souviens bien. En tout cas, c'est vraiment Ah. incroyable. Mais ça, c'est le passé. Lorsque les Bears s'étaient rendus au Super Bowl avec une défense tout à fait dominante, les unités spéciales avec SE, on vient d'en parler, Brian Urlacher et compagnie. On mentionnera pas le nom de Rex Grossman, même si tu l'as déjà fait, il Ah. avait pas fait grand-chose Ah. pour Lance leur Briggs, permettre on de met se pas rendre à assez ce de love. match-là. Lance Briggs, Peanut Comment? Tillman, ça c'était mes dogs. Lance Briggs, Peanut Ouais, 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 Tillman, ça Charles c'était mes Tillman, gars, ouais. ça. Ouais, non, non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est la défense qu'ils avaient, jumelée aux Mhm. unités spéciales, là, ouais. Non, non, je te comprends qu'ils sont venus, je peux comprendre pourquoi ils sont venus chercher ton cœur, les partisans l'équipe des Bears, cette édition-là des Bears. Mais là, on va vivre dans le présent. Mhm. 2025, la saison des Bears s'en vient. Il y a eu beaucoup de changements, énormément Ouais. de changements du côté de l'organisation. On a préparé un tableau qui va mettre en évidence les départs notables, les nouveaux venus notables. Bon, Keenan Allen n'est plus là, Gerald Everett non plus, mais j'aimerais ça qu'on s'attarde aux nouveaux venus, Ben Kevin, oui. parce qu'on a complètement remodelé la ligne à l'attaque. Tu sais, on le voit, Mhm. Jonah Jackson, anciennement des Rams, Joe Tooney, anciennement des Chiefs. Tooney, là, qui était prêt à jouer à la position de bloqueur à gauche parce que Kansas City n'avait pas de bloqueur l'année dernière. Mais la position de garde, c'est un des meilleurs de la NFL. Je pose la question simplement, là, avec l'ajout de Colston Loveland et les rapprochés choix de Ouais. première ronde. Est-ce que tu penses qu'on en a fait assez là, afin de mieux entourer Caleb Williams puis surtout de mieux le Ouais. protéger? Moi, comme je te dis, je ne suis pas vendu à Caleb Williams parce que je trouve que Caleb Williams a des issues de lecture et des issues de garder le ballon trop longtemps dans ses mains. Mhm. Ce qui fait en sorte que. Puis après, on se dit, ben, est-ce que c'est parce que la ligne ne tenait pas assez? Il devait courir à gauche puis à droite. C'est toutes des questions que très rapidement durant la saison, on va avoir des réponses. Le fait qu'on a mis l'avant, la ligne offensive, les changements sur la ligne offensive, c'est pour moi le meilleur move qu'on pouvait faire parce que défensivement, les Bears sont bons. Défensivement, je ne vois pas beaucoup de faiblesse à cette équipe-là. Depuis que Sweat est arrivé,
on est correct. On amène un gars comme Johnson, qui est un gourou offensif, pour qu'on lui permette de faire toutes ses zigs, puis ses zags, puis sa magie. Il y a besoin de temps dans le paquet. C'est ce que Détroit avait. C'est ce que les Bears n'ont pas. Donc, j'ai hâte de voir comment on va être en mesure de gérer cette situation-là. Moi, Loveland, je suis high dessus. Écoute, moi, j'avais dit que je le prenais avant le Patinet Penn State. Là. Tyler Warren? Ben oui. Ah oui, ok. Parce qu'il y a bien des gens qui pensaient que Warren allait être le premier, il est rapproché à repêcher. Pourquoi, toi, tu préférais Loveland? La versatilité de Loveland. Loveland, c'est un... Il y a les skills d'un receveur de passe. C'est pas lequel le plus physique, ça, je suis capable de le donner. Mais dans le playbook de Johnson, on n'a pas besoin de gars physique. Le gars qui est à Détroit, c'est quoi son nom dans 87? Laporta. C'est pas le gars le plus physique, Laporta, là. Laporta, oui, c'est un gros monsieur, mais c'est pas un gros monsieur physique. Il y a une différence. Gronk, c'est un tight end physique. Travis Kelce, c'est un tight end physique. Mais Laporta, c'est un gars qui aime... le gars à Arizona que j'aime beaucoup, McBride, c'est un tight end physique. Le gars à Las Vegas, maintenant qui a besoin d'aller en Turquie pour mettre des cheveux, là, what's his name? Brock Bowers. Bowers. C'est vrai que c'est une recrue, puis il est déjà chauve ou à peu près. Il est en train de perdre ses cheveux déjà. Ouais. Je suis comme tough. Gotta let it go. Il a l'air d'avoir 35 ans. mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir cette versatilité-là avec Loveland. On était dans un système où on a préconisé beaucoup la course. Donc, il va être en mesure de faire du blocage pour la course, etc. Mais là, on va pouvoir voir vraiment toutes ses habiletés offensives en termes de receveur de passe, en termes de trouver les entre-zones, en termes d'aller deep, trouver le seam. C'est toutes des choses qui fait très, très bien Loveland. Donc, moi, j'étais très high dessus. Ouais, puis du côté des Bears, qu'est-ce qu'ils aiment de Loveland, c'est justement à quel point ses mouvements sont fluides. T'sais, il ressemble plus à un receveur de passe que Tyler Warren. Warren est plus imposant physiquement, 6'5", 260. Puis lui aussi, il est polyvalent, mais à sa façon, d'une façon différente. Mais à quel point... J'aimerais qu'on revienne sur Caleb Williams, oui, avant de parler de Ben Johnson, quoique ça va un peu main dans la main, parce que je suis d'accord avec toi, dans qu'est-ce que tu as dit. Caleb, il a des faiblesses. Puis ces faiblesses-là, ça remonte même à l'époque lorsqu'il était à USC. Parce qu'à USC, il était victime d'un très grand nombre de sacs du cap. On blâmait la ligne à l'attaque des Trojans. Mais une fois qu'il est arrivé avec les Bears, oui, la ligne à l'attaque était pourrie. Moi, j'en avais parlé l'été dernier. À pareille date, l'année dernière, moi, je refusais d'embarquer sur le bandwagon des Bears de Chicago. Puis la raison principale, c'était la ligne à l'attaque. Mais on s'est rendu compte d'une chose qui était vraiment évidente l'année dernière, comme tu l'as dit, Caleb Williams conserve trop longtemps le ballon. Il doit apprendre à s'en débarrasser rapidement parce que ça, il n'aide pas la ligne à l'attaque. C'est comme si l'année passée, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est comme, là, comme on dit en anglais, le perfect storm. C'est comme la recette parfaite. Caleb qui conserve le ballon trop longtemps, qui court derrière la ligne en essayant d'acheter du temps. Puis là, comme s'il ne réalisait pas que les joueurs de la ligne, ligne défensive de la NFL sont beaucoup plus rapides que ceux que tu affrontes au football universitaire, jumelé à la mauvaise ligne à l'attaque. Le résultat, ça a été 68 sacs pour Caleb Williams la saison dernière. Est-ce que tu as confiance que Ben Johnson va pouvoir, coacher ça en dehors de lui, là, qui va être en mesure justement de corriger ces mauvaises habitudes-là que Caleb Williams a? Parce que ça part de là, d'abord, avant tout, même avant la ligne à l'attaque. Écoute, moi, mon take là-dessus, c'est, tu sais, au draft, on avait fait un podcast avec les frères Harry Limanan, puis moi, j'avais dit, mon numéro 1, c'est Jaden Daniels, mon numéro 2, c'est J.J. McCarthy, mon numéro 3, c'est Bo Nix. En termes de depth chart de quarterback, c'était ça, that's it. J'avais aucunement Caleb. J'aimais beaucoup Milroy. T'avais Bo Nix avant Caleb? T'avais Bo Nix avant Caleb Williams? Ouais, moi, j'avais Bo Nix avant Caleb Williams. Vraiment? Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait à Oregon avec... Tu sais, oui, on a des skills players à Oregon. Mais si tu regardes le draft, il n'y a pas beaucoup de partenaires d'Oregon qui ont été draftés. Il y avait des bons skills players. Sauf que Bo Nix a cette capacité-là d'aller chercher le meilleur
de chaque joueur, même si ce n'est pas les meilleurs dans leur position dans la division, dans les conférences. Tu regardes Denver... D'élever l'attaque, là, d'élever l'attaque d'une certaine façon au complet. Ouais. Tu regardes Denver, oui, ils ont 14. 14 est incroyable. Okay? Il est incroyable. Par contre, ce qu'il a fait avec les autres, man, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui auraient pu faire ça. Au contraire, il y a des quarterbacks qui auraient tombé et qui auraient juste lancé le ballon en 14. Fait à Sutton. Fait que, tu sais, moi, j'adore Bo Nix. J'adore le fait qu'il peut courir le ballon. Je trouve qu'il y a comme un swagger aussi à lui. J.J. McCarthy, je pense que les gens vont être saisis. Je pense que vous ne savez pas à quel point J.J. McCarthy est bon. Moi, je l'avais très, très high. Et en plus, tu lui donnes Addison et puis Jefferson, ou whatever, mais Jefferson, come on now. Come on. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère avec Caleb Williams, parce qu'on aurait pu avoir... Moi, je voulais qu'on trade down. C'est aussi simple que ça. Je voulais qu'on trade down, aller chercher les pieces, aller chercher les picks. Puis ben, maintenant qu'on l'a, Ben Johnson va nous démontrer pourquoi c'est un génie. Puis j'espère que Ben Johnson ne va pas avoir la même maladie, si on veut, que Mike Jones, le patinet de Miami. Là. Mike McDaniel? Ouais, Mike McDaniels, mais Mike Jones. J'espère qu'on va pouvoir régler cette affaire. Parce que McDaniels, il est trop proche de ses gars. Il est trop proche en âge de ses gars. C'est un gourou offensif. Ça va mal finir à Miami. Ça va mal finir à Miami. Là, déjà, à chaque semaine, tu entends des joueurs qui se plaignent comme quoi que l'atmosphère là-bas, c'est un country club et tout. Question de savoir, c'est ça. Parce que Ben Johnson, oui, c'est un génie en attaque. Là, on a vu qu'est-ce qu'il a fait avec l'attaque des Lions de Détroit. Mais il y a une différence entre être un bon coordonnateur et être un bon entraîneur-chef. Ouais. Puis il y a des coachs qui ne sont pas capables de faire la transition parce que c'est deux emplois qui sont complètement différents. Je ne sais pas si tu te souviens de Mike Martz, je remonte à loin. Les grosses équipes des Rams à la fin des années 90, début des années 2000, avec Kurt Warner, Marshall Faulk, Isaac Bruce. Bon, Mike Martz était coordinateur à l'attaque, puis c'était un génie. Mais quand il est devenu entraîneur-chef, c'est pas la même chose. C'était pas du tout la même chose. Donc, du côté de Ben Johnson, c'est ça que j'ai hâte de voir. Oui, c'est ça. T'as beaucoup de choses à... Tu peux pas juste se concentrer sur l'attaque. Tu dois gérer l'équipe au complet. Puis c'est pas juste ça au niveau de la journée des matchs, des stratégies. Mais quand tu es entraîneur, à tous les jours, il y a des gens qui viennent te voir, qui t'appellent, qui cognent à ta porte avec des problèmes. Puis là, il faut que tu gères ces problèmes-là. Ah, il y a un joueur qui a été arrêté. Ah, un joueur en défense est arrivé en retard à une réunion. Ah, si, ça. Fait que c'est constamment de la gestion de problèmes aussi. Donc, c'est ça, écoute, tant et aussi longtemps qu'il ne va pas avoir commencé à coacher en tant qu'entraîneur-chef, on n'aura pas la réponse là-dessus. Mais juste pour en revenir à Caleb Williams, tu parlais de J.J. McCarthy, on va voir ce que ça va donner du côté de J.J. McCarthy au Minnesota, mais il arrive vraiment dans un environnement parfait. Là. C'est une très bonne équipe. Tu as mentionné Justin Jefferson. En plus de ça, il mise sur un gourou des carrières comme entraîneur-chef en Kevin O'Connell. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais le talent physique est là. Les outils sont là. Mais je pense que ces outils sont là également du côté de Caleb Williams. Puis, réellement, il n'était pas bien entouré. On vient de parler, bon, il doit prendre une partie du blâme aussi, mais je ne sais pas si tu as vu l'article qui était sorti au printemps, comme quoi que les Bears, c'est pas juste qu'ils n'avaient pas bien entouré Caleb Williams sur le terrain avec la ligne d'attaque notamment, mais même au niveau du coaching staff, Caleb Williams n'avait jamais de réunion avec le coordinateur à l'attaque des Bears l'année dernière. Pour montrer comment ce coaching staff-là était mauvais. Il ne savait pas comment gérer un jeune carrière, comment développer un jeune carrière. Qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu as lu cet article-là? Parce que moi, j'en revenais pas. Au niveau de la NFL, ton carrière partant, le coordonnateur ne trouve même pas du temps pour avoir des meetings, des rencontres avec son carrière partant. C'est invraisemblable, ça. Mais écoute, c'est The Bears. C'est vraiment ça, là. C'est The Bears way. Il n'y a plus rien qui me surprend avec les Bears. Pour de vrai, là. Les Bears, c'est l'équipe la plus dysfonctionnelle avec le plus grand potentiel de la Ligue, souvent année après année. Les gens vont dire, non, mais les Cowboys, ils font les playoffs, ils perdent, mais ils font les playoffs ou ils passent proches. Les Bears, là, on a un patinet qui regarde les estrades pendant qu'il y a un Hail Mary. Là. C'est ça, les Bears. On trouve une façon de perdre à chaque fois.
À chaque fois, on trouve une nouvelle façon de perdre. Puis on s'entend, là, dans la division, Détroit vont avoir de la misère. Ils ont perdu Ben Johnson. Moi je pense que On va Détroit, voir, ça reste à voir. Très difficile. Parce que Détroit nous avait déjà montré des problèmes avant que Ben parte. Puis après ça, on a les Vikings. J.J. McCarthy, c'est un rookie quarterback. Mais les problèmes des Lions, c'est quoi? Comme tu dis, ils ont déjà montré des problèmes avant le départ de Ben Johnson. La grande majorité de leurs problèmes l'année dernière, c'est le nombre ridicule de blessés qu'on a eu en défense, en particulier. On n'était plus capable d'arrêter personne. On l'a vu lors du match éliminatoire contre les Commanders. Il y a beaucoup d'erreurs mentales. Moi, je pense pas que ton receveur numéro, on va dire 2 parce que Amari St. Brown est là, mais Williams, je pense pas que tu peux trust ce gars-là. Tu as besoin de ce gars-là. Il y a des crampes au cerveau. Jameson, il y a des crampes au cerveau de Jameson Williams. Là-dessus, je ne peux pas le défendre. Il est super talentueux. Il est hyper talentueux. Mais oui. Mais ça, en même temps, je me souviens là, quand c'est Ben Johnson qui avait sélectionné un jeu truqué ou demandé à Jameson Williams de lancer le ballon contre les Commanders lors du match éliminatoire. Ça, c'est la décision de Ben Johnson, hein, mais en pratique, ils lui disent si le gars est couvert, tu ne lances pas le ballon. Il a lancé le ballon parce qu'il était cocky. Si le gars est couvert, tu ne lances pas le ballon, tu la balle. Ça, je le sais, mais ça, Kevin, c'est tout le temps comme ça. Quand tu sélectionnes un jeu truqué, tu as beau répéter aux joueurs pendant toute la semaine. Si le receveur est couvert, débarrasse-toi du ballon. Mais là, le receveur, il se dit « Ah, c'est ma chance de montrer mon bras. » Ou il était un ancien carrière à l'école secondaire. Il se dit « Non, je vais montrer que j'ai un bon bras. Je suis capable d'enfiler les grilles. » C'est tout le temps ça. Les receveurs, durant la semaine, ils vont se débarrasser du ballon, les porteurs de ballon sur les jeux truqués. Mais quand ils arrivent dans le match, man, ils veulent compléter la passe. Donc, c'est pour ça. Sélectionne pas ce jeu-là. Surtout avec Jameson Williams, certaines de ses décisions, ça laisse à désirer. Là, t'sais. Oh non, moi, c'est juste que Détroit. Puis après ça, t'as les Green Bay Packers, qui pour moi, Green Bay sont chanceux de jouer dans une division où les Bears étaient poches, où Vikings n'avaient pas un quarterback numéro 1, où il a bien joué au début de l'année, mais la vérité l'a rattrapé. Où Détroit joue bien, mais pour moi, les Packers, c'est pas un playoff team. Puis c'est toujours par trouver une façon de, mais c'est pas un playoff team. Les Bears ont un peu une opportunité. Moi, je crois qu'ils vont compétitionner avec Detroit. Puis, on peut peut-être penser à un wild card, mais ça passe par Ben qui doit trouver une façon de contrôler Caleb. Parce que demain matin, tu me demandes Caleb Williams ou Justin Fields. Dans l'équipe que Justin Fields a live, s'il y avait l'équipe des Bears maintenant, come on now. Come on. C'est un Justin Fields. On va voir là. Justin Fields, j'ai bien hâte de voir ça. Je suis un peu intrigué, étant donné que les Jets, bon, ils ont amélioré leur ligne à attaque. Aussi, leur ligne à attaque était très moyenne l'année dernière, pour être poli. Mais j'ai bien hâte de voir ça, là. Justin Fields. C'est ta dernière chance. En tant qu'arrière partant, là, il n'y a plus d'excuses. On ne pourra plus le défendre si ça ne fonctionne pas du côté des Jets avec Fields. Moi, ça m'énerve. Le gars, il était undefeated là, quand ils l'ont enlevé là, pour mettre Russell Wilson. Sais, avec les Steelers. Ouais. Il était undefeated quand ils l'ont enlevé. Non, je sais. Moi, qu'est-ce que j'ai pas compris, c'est surtout quand tu vois que Russell Wilson manquait d'essence à la fin de la saison régulière. Il y a eu des bons moments. Là, je sais comme, OK, pourquoi on remet pas Justin Fields? Ou à la limite, dans le pire des cas, pourquoi vous lui donnez pas des packages près de la zone des buts, dans le red zone? Ou, parce que quand même, là, c'est tout un athlète, il court un 4-4 au 40 verges, il est explosif. Puis les Steelers ont jamais fait ça. Mais en tout cas, bref, c'est sujet pour une autre conversation. Donc, tu as l'air confiant envers les Bears, cette édition 2025 des Bears. L'over-under des Bears, les preneurs au livre. Comment? T'es pas confiant? Je suis pas confiant. Je suis confiant à ce que les Bears vont être dans des matchs, à chaque match, à cause de la défensive. On a probablement top 3 des meilleurs corners de la ligue. On a un bon front. La défensive looks good. Par contre, ça reste que c'est Caleb qui va avoir le ballon la moitié du temps dans ses mains. Moi, je trouve pas Caleb. Défensivement, j'aimerais ça les voir ajouter un autre chasseur de quart pour donner un coup de main justement à Sweat. Si on pouvait faire ça en cours de route, dépendamment comment la saison va se dérouler. Mais si on pouvait ajouter un autre chasseur de quart, je pense que ce serait une bonne chose. Je sais qu'on a mis sous contrat Grady Jarrett à position de placard, capable de générer de la pression au centre. Mais
Mais il commence à être âgé, Jarrett. Tu sais, il y a une raison pourquoi les Falcons ont laissé aller. Là, parce que c'est une équipe qui a besoin de presser les carrières adverses. C'est bel et bien Atlanta. Mais en tout cas, je dis ça comme ça. Si on fait ajouter un autre chasseur de quart pour épauler Sweat, ça serait pas une mauvaise Mais, chose, selon mais moi. Mais je suis check. d'accord avec toi, la défense devrait être bonne. Surtout que Dennis Allen est rendu coordinateur. Puis, tu vois, ça me Mhm, rappelle ce que je disais tout à l'heure. Dennis Allen, en tant qu'entraîneur-chef, il est pourri. mhm, Il avait été pourri avec les mhm, Raiders. Ça a été très difficile mhm. avec les Saints. Mais comme coordinateur en défense, écoute, il est très bon. Fait que ça, je pense vraiment, je suis d'accord avec toi. Avec l'arrivée de Dennis Allen, la défense de Chicago devrait être bonne. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Mais check la tertiaire, là. Johnson, Brisker, Bayard. Puis Stevenson, on peut rire de lui, mais still, c'est un excellent demi-défensif. Cette tertiaire-là va te donner du temps. Va donner du temps à un Old Jarrett, va donner du temps à un Sweat, va donner du temps à un Dexter. Puis après ça, j'ai hâte de voir comment on va gérer, amener de la pression ou non, parce que quand tu as une tertiaire aussi bonne, aussi talentueuse, aussi rapide, ça te permet des fois d'être plus audacieux. Ce que Allen se permettait moins. Mais là, moi, je te dis, cette défensive-là va être top 5 de la ligue. Là, je vois pas comment on peut avoir de problème. Là. Jonathan Owens, c'est un backup. Il serait partant dans la moitié des équipes de la ligue. Hmm. Ben, une chose, du côté de l'attaque, on a parlé en long et en large de l'attaque, mais une chose qu'on n'a pas parlé, c'est l'attaque au sol. Tu sais, tu me fais Mm. penser à ça en parlant de la défense. Si tu cours pas avec le ballon, t'aides pas nécessairement ta défense. Un. Non. Deuxièmement, tu joues à Chicago, puis ça, c'est une autre raison pour laquelle je refusais d'embarquer sur le bandwagon des Bears il y a un an. Parce que je me disais, cette équipe-là n'est pas construite pour jouer à Chicago. Le surnom de la Mm. ville de Chicago, c'est quoi, Kevin? C'est la ville des vents. Wendy. Tu le sais, tu es un Ouais. partisan des Bears depuis longtemps. Quand le mois d'octobre arrive, tu n'as aucune idée ça Tough. va être quoi la température au Soldier Field. Il peut y avoir de la pluie, ça peut être extrêmement venteux qui fait en sorte que tu peux pas passer le ballon. Puis là, bon, plus tard, il y a la neige, le froid et tout ça. Mm. Puis c'est ça, moi j'ai hâte de voir. Est-ce que Ben Johnson va essayer de courir avec le ballon comme il le faisait à Détroit? Ou est-ce qu'il va s'emporter avec le talent de Caleb Williams, essayer de passer le ballon? Si c'est ça, ça va pas marcher. Parce qu'à Chicago, tu es obligé d'avoir un certain style de jeu en attaque en raison de la température. Ton équipe doit être construite d'une certaine façon. On a amélioré la ligne à attaque, mais les porteurs de ballon, pour moi, ça laisse encore à désirer. Puis par conséquent, si tu crois que le ballon, ta défense passe moins de temps sur le terrain, puis tu rends ta défense meilleure d'une certaine façon. Moi, là, il va falloir qu'on te mette dans notre fantasy football. Là, sans restriction, il y a 30 équipes. Fait que c'est le fantasy le plus wild qu'il n'y a pas on the market parce qu'il y a 30 équipes dans le jeu. Puis ton second string running back, c'est probablement quelqu'un qui est à la retraite. T'sais. Par contre, les Bears, pour moi, ont volé le draft avec deux noms. Burden the Third, pour moi, skills pour skills. Là, c'est un hot take. Skills pour skills. Burden the Third est meilleur que Rome Odunze. Rome Odunze, pour moi, c'est un bon receveur, mais je ne le vois pas comme un numéro 1 dans la ligue. C'est un bon receveur. Puis moi, mais Burden the Third, come on now. Un Avec ancien Ben Missouri. Johnson, Ouais. puis Ah, je sais écoute, quand il y a on bien voit des des... gens, bien des analystes du repêchage qui l'aimaient, là. C'est juste que l'année Mhm. dernière, à Missouri, ils n'avaient pas de carrière. Leur carrière, j'oublie c'est quoi Mais c'est son ça. nom, là. Écoute, il était horrible, vraiment horrible. Donc, si tu regardes sa saison, par contre, 2023, c'est là qu'il avait été plus productif. Ben Il y oui. a bien des gens qui l'aiment. Fait que ça, c'est possible. On va voir comment le développement de Burden et de Udunze va se faire. Mais c'est pas impossible, là, qu'est-ce que tu viens de dire. Mais encore une Puis, fois, faut courir avec le ballon. Là on parle de ben c'est ça. receveur. Tu sais, Courir avec le c'est ça. Est-ce que ballon. l'attaque au sol va être au rendez-vous? Rashawn Johnson, je l'aime bien, mais pour moi, le second string, celui qui va être second string derrière de Deontay Swift, Kyle Monange de Raptors, c'est exactement un joueur des Bears. C'est un marteau. C'est. En fait, c'est exactement ce que Montgomery était quand il a commencé avec les Bears. Kyle Monange, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, that boy gonna be trouble. Puis je ne serais pas surpris que dès. On veut utiliser le genre oh, attends, mon chien. Mon chien était parti quelque chose. Le genre de one-two punch avec Swift, avec Monangue dès le début.
du camp d'entraînement puis le début de la saison. Là. Je pense qu'il va avoir un bon roulement parce que Rashad Johnson est bon aussi. Ouais, il y a un rôle à jouer, mais c'est pas. Ça peut pas être la fondation de ton attaque au sol. C'est ça. C'est ça. Monangue, ouh! Hey, j'ai la même certitude. J'ai la même certitude pour Monangue que j'avais pour mon partenaire à Washington. Quarterback. C'est un porteur de ballon, tu veux dire? Ou... Jaden Daniels. Jaden Daniels, ok, de Jaden Daniels. J'ai la même certitude sur Monangue que j'avais sur Jaden Daniels. Hey, Jaden Daniels a connu c'est pas la meilleure saison recrue là, de toute l'histoire de la NFL. Là. Fait que, attention, tu mets la barre haute. Je sais pas qu'il va connaître. Non. Dans le sens que moi, je savais que Jaden allait dominer. Mais je sais que Monangue, quand il va toucher le ballon, après 2 semaines, les gens vont le pick-up dans le Fantasy Waivers. OK. Écoute, on va garder un œil là-dessus. Ça, c'est certain. Donc, maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'over-under des Bears a été établi à 8 victoires et demie. Alors, après tout ce que tu viens de nous dire, là, Kevin, pour toi, plus ou moins de 8 victoires et demie là, du côté des Bears cette année. Puis on voit à l'écran, là, depuis 2010, les Bears ont eu seulement, 3 saisons de 9 victoires ou plus. Ça serait 9 victoires. Attends, je vais juste taper Bears schedule parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. C'est ça, on est dans la division poche. Là. On va prendre les Dolphins puis on va prendre les Patriots. Fait en partant, c'est 2 wins. Mettons, là, si on y va rapidement. Là, OK. OK, je l'ai ici. Mettons, on prend les Chiefs. Oh, tough. C'est pré-saison. Fait que la vraie saison commence le 8. Vikings, on gagne. Lyon, on perd. Cowboys, on gagne. Raiders, on gagne. Commanders, on perd. Saints, on gagne. 4. Ravens, je vais dire on gagne. 5. Contre les Ravens, c'est où? C'est à Baltimore ou à Chicago? À Baltimore, though. En plus. Mais il faut des upsets. OK, je vais enlever Ravens. On reste à 5 avec Bengals. On va battre les Bengals. Parce qu'on va battre les Bengals 81 à 79. Là. Après ça, on bat les Giants. Les Bengals, la défense, ça va être une joke. Non, une joke. Là. Après ça, Vikings. La défense des Bengals. Non, la défense des Bengals. Vikings, on les bat, ça fait 7. Steelers, on les bat, ça fait 8. Eagles, on les bat, ça fait 9. Packers, on les bat, ça fait 10. Browns, on les bat, ça fait 11. Kevin. Packers, ils vont nous battre. T'es rendu à 11 victoires pour les Bears? 49ers, on les bat, ça fait 12. Puis Lions, on va les battre, ça fait 13. 13 victoires les Bears. Kev. Donc là, t'es en train d'envoyer les Bears au Super Bowl, c'est ça que t'es en train de faire? Les Bears vont représenter la NFC au Super Bowl à San Francisco au mois de février. Là, t'as dit combien de victoires pour les Bears? 13. Tu t'es rendu à 13. Ben, j'ai fait le schedule. Je t'ai dit qu'on allait battre et qu'on allait pas battre. OK. Là, on enregistre ce podcast. Là. Fait que là, on va garder l'enregistrement puis on va le rejouer au mois de décembre, à la fin de la saison régulière, en décembre, janvier. Gardez-le. Moi, je veux m'assurer d'être assis, les bras croisés, quand je veux dire, on battait eux, on les a battus, on battait eux, on les a battus. I'm telling you. Puis, en plus, je t'ai donné les Ravens. On aurait pu finir 14. Écoute, tu vas avoir l'air soit d'un héros ou de l'autre option. OK, ça va être un ou l'autre. ça va être un ou l'autre. Ça va être un ou l'autre. Donc, 13 victoires pour les Bears, rien de moins. Puis tout à l'heure, tu me disais que tu n'étais pas si confiant que ça. Tout à l'heure, tu parlais de tes doutes que tu avais à l'endroit de Caleb. Puis là... Genre, du schedule. Le schedule est bon pour nous. Là. Ben écoute, Kevin, je vais te laisser y aller. Écoute, je te remercie d'être venu au podcast. Ça fait vraiment plaisir. On a pu parler de ta passion des Bears de Chicago. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner là, à Chicago. Puis si Caleb Williams va pouvoir là, justement régler là, toutes ces mauvaises habitudes qu'il a, si Ben Johnson va pouvoir l'aider. Tu sais quoi? Si on parle des 2 premiers matchs, on tank pour Archie. Changement de carrière. Tu viens de passer en l'espace de 5 minutes de nous dire que les Bears ont gagné 13 matchs à potentiellement Archie Manning l'année prochaine. Non, j'ai dit si on parle des 2 premiers matchs, we got a tank. Fait que tu lances la serviette après 2 semaines.
Après 2 semaines, tu vas dire, OK, c'est fini. Mais c'est parce que la profondeur du draft de cette année, là, oh, 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 oh. Il y a des On décisions qui va vont voir. devoir être prises. Semaine 4, là, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Ouais, écoute, on va te réinviter. On va se dire ça après le premier mois de la Can't saison wait! régulière pour avoir un compte rendu après le premier quart de la saison. On a reçu, Didier, 2 questions des auditeurs. Donc, en premier, JF Rousseau via X nous demande est-ce que les Bears seront finalement à prendre au sérieux avec leur nouvel entraîneur-chef? Didier, ça, c'est vraiment la grande question. J'ai hâte de t'entendre. Est-ce que les Bears vont être plus organisés? Est-ce que les Bears vont avoir l'air d'une équipe professionnelle sous Ben Johnson comparativement à sous Matt Eberflus? Parce que c'est ça, là, surtout du côté de l'attaque. Défensivement, ça allait quand même relativement bien du côté de Chicago. On a une bonne unité défensive, mais c'est du côté de l'attaque. Combien de fois Caleb Williams arrivait tardivement à la ligne d'engagement? Puis là, il n'était pas en mesure de changer les jeux, d'apporter des ajustements. Puis là, on devait mettre le ballon en jeu pour ne pas subir une pénalité pour avoir retardé le match. Tu sais, donc, Ben Johnson, il a le sens du détail. Il l'avait lorsqu'il était à Détroit. Puis d'après ce qui a été rapporté depuis le début du camp des Bears de Chicago, c'est la même chose. Lorsque l'attaque, justement, on recevait une pénalité pour avoir retardé la rencontre, Ben Johnson, là, il niaisait pas avec ça. Là. Depuis le début du camp d'entraînement, il a renvoyé l'attaque sur les lignes de côté. Alors, mentalement, il met de la pression sur les joueurs des Bears, sur son carrière, Caleb Williams, et c'est ça que ça prend. OK? Il a le sens du détail, et puis c'est ça qu'il essaie d'installer du côté de son attaque. Si un receveur de passe ne court pas le bon tracé de passe, s'il coupe son tracé de passe d'une verge ou deux, ça ne fait pas l'affaire de Ben Johnson. Donc, il est très rigoureux dans ce qu'il demande, il est très exigeant, mais c'est ça que ça prend si tu veux avoir une bonne attaque. Si tu veux que cette attaque-là des Bears qui est améliorée, OK, on a finalement amélioré la ligne à l'attaque, mais là, ça ne prend pas juste ça. On doit avoir le sens du détail, on doit être très minutieux du côté de l'attaque des Bears de Chicago mentalement. C'est ça que Ben Johnson a essayé d'installer depuis le début du camp d'entraînement, puis qu'il va essayer de faire tout au long de la saison. Alors moi, j'ai hâte de voir ça du côté des Bears, mais oui, on va être amélioré en termes d'équipe, juste à cause de ça, j'ai l'impression, parce que sous Matt Eberflus l'année dernière, Marc-André, c'était rendu n'importe quoi. Là, souviens-toi de la défaite contre les Commanders, lorsque c'est Tyreek Stevenson, je me souviens bien, là, qui est en train de parler à un spectateur alors que le ballon était mis en jeu. Ça peut pas arriver. Là, c'est du football professionnel, même au niveau de l'école secondaire. Des choses comme ça ne peuvent pas se produire. Matt Gonzo via YouTube nous demande est-ce possible que le deuxième quart le plus talentueux dans cette section soit Caleb Williams? Chicago pourrait participer aux éliminatoires, il se demande également. J'ai hâte de voir c'est qui le premier, le meilleur quart de cette division-là. Vraiment, on parlait de Jared Goff en haut de la liste. Mais est-ce que Caleb Williams est le deuxième quart le plus talentueux? En fait, c'est quoi ton. Classe les quarts arrière de cette division-là? Je serais intéressé à voir ton classement. En tête de liste, écoute, j'irai avec Jared Goff. OK, Jared Goff, ses performances sur des dernières saisons ont été solides, malgré qu'il y a des gens qui ne veulent pas lui donner crédit. Ils disent que c'est à cause de Ben Johnson, mais écoute, il est en mesure d'exécuter l'attaque des Lions de Détroit à un très haut niveau. Alors, oui, pour moi, c'est Jared Goff en tête de liste. En deuxième position, j'irai avec Jordan Love. Troisième, Caleb Williams, qui a plus d'expérience simplement que J.J. McCarthy. J.J. McCarthy, on va en parler un peu plus tard. Mais bon, c'est un point d'interrogation pour l'instant. Oui, il a du talent, c'est un ancien choix de première ronde, mais l'année dernière, il n'a pas joué en raison d'une blessure à un genou. Alors, oui, donc Goff, Love, Williams et McCarthy. Williams a un très grand potentiel, mais du talent, du potentiel, tout le monde en a à l'arrivée dans la NFL. Est-ce qu'il va être en mesure de se débarrasser de ses mauvais plis, de ses mauvaises habitudes? Encore une fois, lors des matchs préparatoires, je le voyais, qui grimpait dans la pochette inutilement.
Et puis, il n'est pas très grand, là. Tu sais, c'est pas un carrière qui mesure 6 pieds 5 pouces, Caleb Williams. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a beaucoup de lacunes de son côté, conserver le ballon trop longtemps. Combien de fois qu'il a fait ça l'année dernière? Ou lorsqu'il tentait justement d'acheter du temps, mais là, c'est comme s'il ne réalisait pas qu'il n'était plus à USC, que les joueurs de ligne défensive du côté de la NFL sont beaucoup plus rapides. Puis lui, il n'est pas nécessairement un marchand de vitesse, un bon athlète, mais c'est pas Lamar Jackson. Alors, il y a tout ça là, qu'on va devoir améliorer du côté du carrière de deuxième année des Bears de Chicago. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, il est présentement, là, avant le début de la saison régulière, je le classe au troisième rang des carrières de la section nord de l'Association nationale. Maintenant, Marc-André, fais donc le même exercice. C'est quoi ton classement des 4 carrières partant de la division? Jared Goff, c'est sûr. En 1er, moi aussi. JJ McCarthy, c'est juste parce que c'est l'inconnu. Je vais le mettre à la fin. Mhm. Hem, je pense que Jordan Love est un meilleur corps au moment où on se parle. Je mettrais Jordan Love en 2 et Caleb Williams en 3. Donc j'inverserais. Non, en fait, on aurait la même liste finalement. Tu mis Ouais, le Jordan même Love en classement, 2. ouais. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hem, je pense que Caleb Williams, le potentiel est là. Vous allez le voir dans mon segment fantasy, je vais vous en reparler, mais tu sais, on lui a ajouté des outils, on a amélioré la ligne à l'attaque. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, est-ce que Chicago pourrait participer aux éliminatoires pour compléter la question de Matt Gonzo? Ça va revenir peut-être au over-under, là, qui était au plus et moins, au total de victoire qui était à 8,5 des Bears. Pour moi, je trouve que 8,5, on a gagné 5 matchs la saison dernière. Je trouve que 8,5, c'est beaucoup. Je pense que de gagner 2 matchs de plus, on Hmm. a une division quand même corsée. Moi, je vais prendre moins pour les Bears là, à 8,5. Donc, c'est ça. Est-ce qu'ils vont participer aux éliminatoires? Ben, si je vous dis qu'ils ne gagneront pas 9 victoires, je pense qu'on est à un an là, vraiment de participer aux éliminatoires. En tout cas, c'est vraiment intriguant. En raison du talent de Caleb Williams, les ajouts au niveau de la ligne à l'attaque, l'arrivée de Ben Johnson. Et je me dis, puis j'en ai parlé avec Kevin, Marc-André, si là, ça ne fonctionne pas à Chicago, là, tu sais, Ben Johnson, c'était le meilleur candidat à titre d'entraîneur-chef. C'est un génie en attaque. C'est la belle du Bon, on ne sait bal. pas quand. Oui, C'est la exactement, belle du c'est la belle bal du bal. Tout le monde se qu'on a l'arrachait. réussi Même Tom à se Brady et les l'arracher. Raiders ont essayé de le séduire. Oui, ouais, exact, exact, exact. Oui, non, c'est ça. Donc, bon, on ne sait pas comment il va être en tant qu'entraîneur-chef, là. Être un bon coordonnateur, ça ne veut pas dire que tu vas être un bon entraîneur-chef. Mais tout ça pour dire, si tu es un partisan des Bears, puis là, ça ne fonctionne pas, là, ça ne va jamais marcher à Chicago. On n'aura jamais de bonne attaque. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Mais en termes de fantasy football, Marc-André, en commençant bien sûr par Caleb Williams, euh, comment tu vois ça là, pour les Bears de Chicago? Est-ce que les Bears, leur attaque, ça va faire en sorte que, ben, c'est ça, leurs joueurs clés du côté de l'unité offensive vont être des joueurs qu'on va devoir avoir au sein de notre formation partante à toutes les semaines. Caleb Williams est le quart numéro 15 en ce moment au niveau fantasy. C'est une belle valeur, je trouve, pour une ligue à 12 équipes. Vous voulez peut-être mettre un quart sur votre banc, un deuxième quart arrière. Je pense que, en fait, on le sait, c'est un premier choix au total, là. Il a tout le potentiel du monde. Maintenant, s'il peut livrer la marchandise ou répondre aux attentes à sa deuxième saison, ça reste à voir. Euh, on a amélioré la ligne à l'attaque, ça c'est important. 68 sacs du corps subi la saison dernière. C'est épouvantable. Donc, pour 68. moi, mais oui, c'est énorme, hein. Mais moi, ça me dit qu'on a vraiment pris soin de notre joyau, là, de notre diamant brut, en Caleb Williams avec Ben Johnson. On ne veut pas on lui a donné des outils également pour réussir au repêchage. On a repêché Colson Loveland, l'allié rapproché, de qui on dit beaucoup de bien. Également Luther Burden, là, qui est quand même dans les cercles fantasy. Il y a quand même un certain hype, là, un certain engouement pour Ouais, ouais, le ouais. Il a connu receveur un bon recru. camp, hein? Bon camp, finalement. Il était blessé au début du camp, mais depuis qu'il est sur le terrain, on dit beaucoup de bien de lui. Donc, on a entouré Caleb Williams. C'est notre homme de confiance en ce moment. Je pense que comme quart numéro 15, est-ce qu'il va vraiment décoller cette année? C'est ça la grande question. Euh, c'est pour ça que le mettre sur votre banc, si vous vous le permettez également dans une ligue à 10-12 équipes, dans les ligues à 16, il va être repêché, en théorie. Mais si vous pouvez vous permettre de mettre Caleb Williams sur votre banc, je trouve que c'est une décision judicieuse. Hmm. Alors, maintenant,
Rome Odunze, il avait été l'autre choix de première ronde des Bears de Chicago en 2024. Bon, comme le reste de l'attaque des Bears la saison dernière, il n'a pas nécessairement été très productif. Mais est-ce que tu crois là, que cette année, ben, on pourrait assister à l'ascension, là, à l'émergence de Rome Odunze, qui était le receveur numéro un des Huskies de l'Université de Washington à l'époque, lorsque Michael Penix lui lançait le ballon? Il était tellement bon à l'Université de Washington. Je peux pas croire que Ouais. 3 touchés, qu'une saison sa saison de recrue, ça a été, comme je l'ai dit, un peu mitigé, 3 touchés seulement. Il est le receveur numéro 38 en ce moment au niveau fantasy. C'est un choix de 6, vous allez le voir apparaître en sixième ronde. Rome Odunze, j'ai décidé de vous parler de Rome Odunze parce que je pense que c'est un athlète, c'est un receveur plus polarisant que DJ Moore. DJ Moore, on sait ce qu'il va nous donner, mais est-ce que Rome Odunze peut enfin éclore? C'est ça la grande question. Euh, on a vu durant les camps d'entraînement, en fait, j'ai vu des images là, au ralenti, les fameuses passes de Caleb Williams au ralenti. On dit que Roman Dunze est la cible de prédilection de Caleb Williams dans la zone début. Est-ce qu'il peut augmenter son total de toucher? Roman Dunze, ça reste à voir, mais pour moi, c'est un joueur que j'aime bien là, en sixième, septième ronde. Lorsqu'on arrive dans ces rondes-là, je trouve que son potentiel est encore énorme. L'année dernière, c'était juste les brides de ce qu'on peut, que Ron Dunze pourrait nous apporter au niveau fantasy. J'ai bien hâte de voir à l'an 2. Il est un candidat. Là, on parle de breakout, de joueurs qui pourraient éclore. Je pense que Ron Dunze est dans cette courte liste-là à la position de receveur. Maintenant, les Bears, ils ont surpris quelques personnes, dont moi, en sélectionnant Carlson Loveland en première ronde, pas que Loveland n'a pas le talent pour être repêché en première ronde, mais on s'attendait à ce que le premier lit rapproché repêché soit Tyler Warren, l'ancien de Penn State, mais finalement, du côté des Bears, on est allé avec Loveland. Il est un peu plus athlétique que Tyler Warren. C'est un peu un receveur de passe format géant, d'une certaine façon, un Loveland. Et puis, on l'a vu lors des matchs préparatoires, surtout lors du deuxième match préparatoire des Bears. Dès le début de la rencontre, Caleb Williams l'a ciblé. Donc, ça semble intéressant, là, potentiellement, la façon dont Ben Johnson semble vouloir utiliser Loveland. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, pour les rapprochés recrues? Ben justement, on a choisi Loveland au détriment de Warren. Moi, ça me dit qu'on voulait Loveland, que c'était le choix de Ben Mhm. Johnson, que le Ben Johnson, il voit peut-être son Sam Laporta là, à Détroit avec Mm. les Bears de Chicago. Ça, c'est intéressant. Tu l'as dit, choix top 10 également, c'est rare. Normalement, un ailier rapproché, lorsqu'on le repêche dans le top 10, il voit des ballons. On n'a qu'à penser à Brock Bowers là, la saison dernière. Il avait-tu été repêché top 10? Non, peut-être pas, mais je pense numéro 12. Mais bref, Bowers, dans le je top crois. 15. Ouais, ouais, peut-être à l'extérieur du top 10. Ouais. Ouais, top Je sais que 15, Carl Pitts a pardon. été repêché dans le top 10, Ouais, par exemple. tu vois que j'ai ignoré cet fait-là. J'ai parlé de Brock Bowers, puis j'ai pas parlé de Kyle Pitts. C'est ça. Euh, je veux juste du bon. Ça Tu vas s'appelle pas des repêcher statistiques. Carl Pitts cette année, non? Tu vas pas te laisser tenter Non. une autre fois? Malgré tout ce qui se dit là, sur Kyle Pitts, comme quoi qu'on va lui donner le ballon à outrance, je tomberai pas Hey, apparemment, c'est dans le le meilleur piège ami de une Michael troisième fois. Penix. Ah ouais. Apparemment, ils jouent au golf ensemble. Tout le monde parle de ça, là. La On est de chimie bons entre les amis. deux. On est de bons amis, toi puis moi, puis tu me lancerais pas 12 000 ballons par match parce que je suis pas bon, tu sais. C'est un peu ça. Bref, ça pour dire, oui, l'allié rapproché numéro 12, il grimpe honnêtement Colson Loveland dans les rangs fantasy. C'est un choix de neuvième ronde. Euh, la seule affaire, Didier, j'ai hâte de voir avec. C'est la présence de Cole Kmet là, qui me laisse un peu sur mon appétit. J'ai hâte de voir comment qu'on va utiliser les deux alliés rapprochés. Est-ce qu'on va utiliser Cole Kmet dans un rôle un peu plus pour bloquer, tandis que Loveland va être vraiment utilisé comme receveur de passe en situation de passe? J'ai hâte de voir parce que Cole Kmet aussi, il connaît un bon camp d'entraînement, il a capté des passes dans les matchs préparatoires. C'est vraiment ça qui fait que Colson Loveland est quand même abordable au niveau fantasy, c'est la présence de Cole Kmet. Et j'ai bien hâte de voir. Je pense qu'on va avoir des réponses assez rapidement là, à savoir comment l'attaque des Bears va se dessiner et si Colson Loveland peut être vraiment écoute, on peut même parler de league winner, là, d'un gars qui pourrait vous faire gagner des championnats fantasy. Ouais, il est très athlétique. Puis l'utilisation qu'on va en faire, j'ai l'impression que ça va être un peu comme un gros demi-inséré, là. Du moins, c'est ce que j'ai vu lors des matchs préparatoires. Puis on va sûrement utiliser également des formations avec deux ailiers rapprochés parce que Kemet est un bon joueur. Mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je pense que tout le monde a hâte de voir cette nouvelle attaque des Bears de Chicago et puis notamment Colson Loveland. Bref,
pour une rare fois, là, peut-être que l'attaque des Bears, peut-être, sera excitante. Mais bref, on verra bien.